Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. On est sur la deuxième partie de ce podcast. On a commencé à étudier un cours avancé de José Silva où on a la chance d'avoir un transcript. Ça va nous prendre beaucoup de temps, mais vous allez voir, c'est passionnant. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, va y avoir des éléments, si vous avez fait la méthode Silva, qui peut-être vont être plus précisés. Il va y avoir des choses qui parfois vont être un peu plus spirituelles. C'est pas exactement, c'est pas un cours de base. C'est un cours avancé. Et donc, comme l'a dit Lee en introduction du précédent podcast, il faut bien prendre en compte qu'à ce moment-là, José proposait plus aussi sa vision spirituelle des choses qu'il ne le fait au cours de base où pour lui, tous les outils de base, ils sont là et tu peux travailler avec. Donc, ne soyez pas étonnés s'il y a des notions qui vous semblent un petit peu particulières ou différentes de ce que vous avez l'habitude d'entendre dans la méthode Silva. La méthode Silva reste un système laïque où on n'a pas besoin de croire en quoi que ce soit, une entité ou quoi que ce soit. Mais là, comme dans les livres qu'on vous a lus un peu plus perso de José, comme prophétie, il donne aussi son point de vue spirituel parce que c'est quelqu'un qui était spirituel. Alors, continuons. Ouais. Il ne s'agit pas seulement d'entrer dans une dimension alpha et θ pour simplement y rester. Ah oui, ça j'ai bien aimé. Bien sûr, il y a certains avantages à juste faire cela, mais pas tout. Si nous pouvons d'abord apprendre à trouver cette dimension, puis apprendre à l'utiliser, ce sera comme aller à l'école une fois que vous l'avez trouvée. Peu importe quelle porte vous allez utiliser, peut-être qu'une porte aurait été du yoga, une autre aurait pu être le zen, etc., etc. Donc, on revient là vraiment sur la philosophie et l'état d'esprit de José. L'état n'a pas but en tant que tel, que ce soit alpha ou θ, n'a pas de but par eux-mêmes. Si on ne fait rien avec, si on n'est pas dynamique, si on ne projette pas avec, si on continue ce qu'on vient de dire, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors là, je fais un parallèle avec l'hypnose. Dans l'hypnose, les Russes particulièrement ont travaillé dans ce qu'on appelle l'hypnose sèche. Et tu verras à la prochaine convention, Lee, logiquement, on a un monsieur russe qui va venir, tu vas voir, ça va être incroyable. Bref, petite parenthèse. Et en l'occurrence, l'hypnose sèche, c'est je mets en transe, je mets au niveau somnambulique, je maintiens la personne au niveau somnambulique, je ne fais rien d'autre que le laisser vivre sa vie dans la transe hypnotique. Il y a parfois de très bons résultats. Il y a parfois rien du tout, mais les Russes ont énormément bossé dessus pour voir justement l'impact de la transe sur le système cognitif et le système physique. Donc, on sait que ça existe. Et ce qui est intéressant, c'est que là, José, il dit globalement, si on parle en termes d'hypnotiste, la méthode Silva n'est pas faite pour que vous fassiez des trans sèches. Elle est faite pour qu'il y ait une dynamique, une action, que ce soit quelque chose d'actif. Gardez tout le temps en tête, même quand vous êtes dans votre lieu idéal de relaxation. Et Lee vous le dit très très bien pendant le cours, n'oubliez pas, votre esprit s'ennuie rapidement. Et si vous ne faites pas vivre les couleurs, les images, ce qui se passe, vous allez vous faire embarquer, et parfois en dehors de votre zone idéale ou votre espace idéal, et ça ne sera peut-être pas forcément intéressant. Donc n'hésitez pas, et là on reste vraiment dans la notion Silva, soyez dans du mouvement intérieur constant. Créez quelque chose. T'as été OK avec ça? Absolument, oui. OK. Alors, donc, peu importe quelle porte vous utiliserez pour entrer dans cette dimension, quand il dit peu importe quelle porte, c'est parce qu'il a parlé du zen, il a parlé du yoga, il a parlé de l'hypnose. Ce qui importe vraiment, c'est comment vous allez programmer une fois que vous y êtes. Ce qui signifie ce que vous allez apprendre lorsque vous y serez. Et quels résultats finaux vous recherchez à obtenir, cela fait une différence. Donc là, on est sur des points clés de la méthode, qui est j'utilise la méthode et l'ensemble des techniques que je souhaite parce que j'ai un objectif. On revient souvent dessus avec Lee, et je trouve que c'est important. On l'utilise pour quelque chose d'utile. On l'utilise pour obtenir des solutions. Okay ?
Et là, il dit bien, ce qui importe, c'est que vous allez programmer, une fois que vous y êtes, et ce que signifie, ce que vous allez apprendre. Et là, on revient sur l'élément d'information. N'oubliez pas, un des points intéressants, c'est que les projections qu'on fait, et donc les programmations, qui sont des exploitations de projection, nous ramènent un feedback. C'est les cas. Tiens, je ressens quelque chose. Tiens, je perçois quelque chose. Ou tiens, ou le verre d'eau. J'ai un feedback. J'ai un feedback le lendemain. Ou mes rêves, j'ai un feedback. Et l'idée, c'est de se dire, j'y vais avec un objectif et je dois obtenir des informations. Donc là-dessus, elle reprécise bien ce en quoi la méthode est faite et pourquoi on la met en place comme ça. Alors là, c'est là où parfois il va commencer à rentrer dans des trucs un peu plus spirituels. Alors, comment il a introduit ça? C'est pourquoi nos résultats finaux, nous réalisons, sont une communication subjective. Par communication subjective, tu vois, je te dis, ce texte est intéressant parce qu'on peut vraiment s'amuser à faire un lexique. Un lexique avec vraiment ce que lui pensait en 73, en l'occurrence. C'est quelque chose de comparable à la perception extrasensorielle, donc on parle de la communication subjective. Comme ils disent, les soi-disant zones de perception extrasensorielle. Seulement, avec le concept de comprendre que nous pouvons communiquer à distance de manière subjective, que la personne en soit consciente ou non. Cela signifie que nous utilisons un type de perception de sens antérieur, pas un type de perception de sens étendu. Oui. Donc, bon, ça devient un peu compliqué. Je pense qu'il avait bien ses idées derrière. Mais globalement, alors là encore, la communication subjective, on l'étudie en 303, c'est ça 303. En fait, communication subjective est utilisée de deux façons. De façon très générale, où en fait, c'est tout ce qu'on fait avec le monde subjectif. Mais de façon particulière, c'est quand on fait une technique pour se réveiller la nuit, pour communiquer avec une telle personne. Donc, ça, c'est une communication subjective plus précise. Mais souvent, en général, on parle justement, on fait communication subjective en 303, tout à fait. Souvenez-vous, on vous avait fait un petit débrief sur un livre que Ed avait écrit, je crois, le petit livre rouge qui s'appelle Communication subjective, subjective communication, je crois que c'était ça. Tout sympa, tout petit. Vous pouvez le retrouver dans les podcasts ou sinon vous pouvez l'acheter. Et je sais que c'est un bouquin qui était sympa parce qu'il redécrit bien tout ce qui est la communication subjective. Donc, pour lui, il fait une comparaison entre la communication subjective et les perceptions extrasensorielles. Mais on voit qu'il n'est pas d'accord avec le principe d'extrasensoriel. Non. Il n'est pas dans sa notion de perception au sens étendu. C'est plutôt une notion d'intériorité par rapport au sens qu'on exploite. C'est assez intéressant comme antagonisme. Alors, cela signifie que nous pouvons le faire fonctionner, la communication, pour nous chaque fois que nous le voulons. Ce n'est pas une réponse spontanée et occasionnelle, parfois oui, parfois non. Nous voulons que la fonction soit effective à chaque fois et obtenir une réponse à chaque fois. Donc, la nôtre, la communication, ne serait pas extrasensorielle, comme cela a été compris tout au long. C'est un concept différent. Si nous devons garder le concept ISP, donc PES, nous préférions l'appeler projection sensorielle effective. Bon, là, il a traduit efficace, mais effective. À la place, car nous pouvons projeter efficacement nos mécanismes sensoriels et prendre conscience des informations. Et c'est de cela qu'il s'agit dans le contrôle de l'esprit. Donc, là, on voit bien la séparation qu'il fait avec les PES. Ouais. Il fait une séparation que je trouve intéressante, c'est qu'il part du postulat que les PES sont de temps à autre présents. Oui. Oui. C'est marrant ça. Tu l'avais dit de l'extérieur. Ouais. Mais tu l'avais entendu parler justement, de dire quand il parlait des PES en mode extrasensoriel, on ne parle pas de la projection effective, tu avais entendu, en tout cas,
sans dire ses critiques, mais en tout cas ses remarques sur les PES? En fait, je n'ai pas entendu directement ce qu'il a dit, mais tout le monde sait qu'il était en communication par courrier avec Dr. Ryan pendant très longtemps. Ouais. Et justement, il avait compris que Dr. Ryan avait prouvé, entre guillemets, que la télépathie existe parce que c'était statistique, justement, c'était beaucoup plus que la probabilité, mais que pas tout le monde l'avait. Alors, lui, il disait, mais écoute, moi, j'ai formé quelqu'un. En plus, Ryan croyait que c'était un don, pas quelque chose qu'on pourrait développer. Et là déjà, Joseph n'était pas d'accord. Il a écrit en disant, moi, j'ai formé des clairvoyants qui peuvent justement faire ça sur demande. Et Ryan ne l'a pas cru parce qu'il n'avait pas toute la base de, justement, scientifique et les protocoles et tout ça. Il a recommencé justement pendant des années selon les scientifiques. Mais pour lui, c'était jamais quelque chose qui était extra, c'était en plus. C'était quelque chose que tout le monde avait, c'était une faculté que tout le monde pourrait développer quand on avait besoin. Et c'était surtout ça qu'il a insisté, parce que comme il disait, mais à quoi ça sert de passer des heures et des heures, de savoir si c'est un triangle ou une étoile, etc., sur une carte, à quoi ça sert? Ça ne va pas résoudre des problèmes, ça ne va pas aider d'autres personnes à réussir dans la vie. Et pour lui, c'était toujours pour ça qu'il a utilisé le travail des cas pour aider les gens à reconnaître ce qu'ils faisaient et à le développer de plus en plus, parce que quand on travaille les cas, c'est toujours pour aider quelqu'un. Même quand j'ai vu une démonstration de travail en cas par Isabelle Silva dans la convention, elle faisait tout ça devant son papa. Et puis, au moment où elle commençait à donner les détails et les infos, et elle disait, est-ce que je passe maintenant la correction? Et dit, est-ce que cette personne a besoin d'aide? Ouais, c'est très, très bon. Ça, est-ce que cette personne a besoin d'aide? C'est génial ça, comme oui. On sent vraiment, hein, on le répète assez souvent sur le podcast, mais on sent vraiment que on fait pas ça pour jouer. Non. Il y a 2-3 podcasts, on nous avait dit bon, tenter, tester, etc. Mais c'est vrai que lui, il faisait pas ça pour jouer. Hein. C'était ça ne fonctionnera ou c'est effectif qu'à partir du moment où c'est utile. Ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Ah ouais, il disait ça même à sa fille. Donc, est-ce qu'il en a besoin? Et si dans ton travail de communication subjective, tu t'aperçois que la personne, elle vit très bien avec ça ou que ce n'est pas un problème, tu ne fais rien, c'est ça? Je suppose. Mais en fait, pour lui, il disait ça parce qu'il y avait un public, il voulait que tout le monde comprenne qu'on ne fait pas ça pour jouer, effectivement. Et je suis sûre que je l'ai déjà mentionné, mais c'est tout à fait une autre anecdote, mais c'est tellement lié à ce dont on parle. Apparemment, José était en train de donner une conférence et quand il est sorti, il y avait un type dans le couloir qu'il a agressé en disant pourquoi Monsieur Silva, tu es supposé être télépathique ici. Si tu es tellement télépathique, dis-moi quel est mon nom, comment est-ce que je m'appelle? Et José a tout simplement regardé pour dire, vous voulez vraiment que je mette en action toutes les compétences que j'ai pris des années à développer pour te dire quelque chose que tu connais déjà? Tu n'en as pas besoin. Alors, c'est très drôle, mais en fait, c'est le noyau là-dedans, ça marche mieux quand on a vraiment besoin de trouver quelque chose qui est utile. Et comme il disait, à quoi ça sert? Tu le connais déjà. Oui, mais tu vois, c'est intéressant parce que il reviendra un peu plus tard dedans, mais c'est les 3 facteurs, hein, désir, croyance, attente positive. Et ces éléments-là, avec ce que tu dis, a encore plus de sens. Il dit les éléments vont fonctionner à partir du moment où il y a réellement un désir, attente, croyance positive. Il faut vraiment qu'il y ait ces 3 éléments-là. Et c'est chouette parce que ça reprend. Là, je reprends ma casquette hypnotiste, mais c'est exactement la même chose pour nous en hypnose. On a besoin que les gens aient un désir d'aller mieux, une croyance dans le système technique qui est l'hypnose et dans leurs compétences de leur transe, parce que c'est eux qui font le taf, hein, nous, on est juste là pour les guider, et une attente positive, c'est-à-dire une capacité à se dire ce que je mets en place va donner des résultats.
S'il n'y a pas ces 3 éléments-là, il va reprendre l'exemple que tu as déjà donné, mais on en reparlera un petit peu plus tard, qui était la guérisseuse, l'ancienne, qui a fait ramasser 100 moustiques ou tuer 100 moustiques à un enfant. Oui. Parce qu'elle disait, oui, mais il n'a pas d'attente positive vis-à-vis de moi, elle ne croit pas, et il n'y a pas de croyance. Donc, il y avait quelque chose d'assez compliqué, et en faisant ça, ça donnait du poids et un désir qui se développait, une croyance dans, si j'en fais 100, il se passera quelque chose automatiquement. Donc, elle réunit 2 trucs. Et c'est intéressant parce que là, on vient vraiment sur l'aspect que moi j'aime beaucoup, hypnotique des choses. S'il n'y a pas ces 3 éléments, effectivement, tu vois, ça peut être marrant à tester. De se dire, je fais des cas sans ces 3 éléments, sans désir, sans je juge, je le fais. Et des moments où je me dis, OK, je désire vraiment avoir une information. J'ai vraiment la croyance qu'avec mes compétences, je peux le faire. Et j'ai une attente de ce que je veux faire comme étant, ça va le faire. D'accord? Et le faire sans ça. Et voir si les statistiques, ça c'est facile à faire, je vais prendre un listing de problématiques, et voir si en fonction de mon état d'esprit, ma façon d'aborder les choses, je vais avoir un feedback qui est différent. Est-ce que je vais avoir le même pourcentage? Je prends 10 cas. Est-ce que je vais avoir 10 cas? Comment tu vas faire pour enlever le désir? Quelque chose qui est intéressant, mais n'est pas vraiment utile et il ne va pas… ça peut être facile. Tu sais, je fais ça quand vraiment j'ai une intention. Donc là, j'ai les 3 éléments. Et je peux faire ça quand je me lève le matin ou le soir avant de me coucher, où je me dis, moi, j'ai juste rien à battre. Et je prends les cas et je tente de faire quelque chose. Là, j'aurai 0 désir. Je peux te dire, ça va être juste une contrainte de le faire. Donc, ce ne sera pas un désir de le faire. Tu vois l'idée? C'est je vais le faire parce que je dois le faire, mais il n'y aura pas un désir d'obtenir quoi. Il y aura juste, je vais voir si je suis capable de le faire, mais il n'y a pas un désir spécifique de trouver quelque chose. OK, mais ça n'enlève pas l'idée que la personne sur laquelle tu travailles a vraiment besoin quand même. Oui, complètement. Mais là on est d'accord. Pardon. Ouais. Le premier directeur de Sylva en France est tombé sous l'influence d'un gourou quelconque qui disait non, 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 on n'a pas le droit d'interférer avec les corps humains. Et lui, justement, il a changé les cas pour qu'on avait le nom de quelqu'un et on se projetait à la maison pour voir à quelle ressemblait leur maison, leur salle de séjour, leur cuisine, etc. Alors, et évidemment, c'était plus la méthode Sylva et Sylva a très rapidement entendu ça et il a été justement enlevé des instructeurs Sylva. Mais quand même, je me suis demandé, mais est-ce que ça aurait pu marcher? Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de savoir à quoi ressemble la maison de quelqu'un. Ouais, mais tu vois… On a vraiment enlevé certains éléments de… Ouais, mais alors là, tu me fais rebondir sur le bouquin de Robert Stone, tu sais, PES, justement. Le bouquin vert. Souviens-toi, il y a un moment, il fait faire un exercice, il dit, vous allez vous mettre en alpha et vous allez vous projeter chez quelqu'un, en l'occurrence quelqu'un que tu connais, pour savoir ce qu'il fait. Mais ouais, tu vois, ouais, il y a quand même un désir. Il y a un désir de savoir ce que tu fais. Donc, c'est pas aussi neutre que l'autre. C'est pas aussi neutre que… Mais, tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette notion de se dire, est-ce que si ces 3 critères sont activés, on va avoir un pourcentage plus élevé de réussite que si on a un des critères ou 2 critères qu'on met de côté. Tu vois, j'attends pas grand-chose du truc ou j'y crois pas trop parce que c'est le matin que je suis crevé. Tu vois, j'ai envie de le faire. Je crois en la méthode, mais je rien à battre. Voilà, c'est le matin, j'ai pas. Est-ce que j'aurais moins de stats que je veux que ça fonctionne? Toi, la question, tu vois, on peut garder le désir, mais se dire, tiens, là, sur l'attente positive. Oui, mais on a toujours dit que l'esprit n'est pas mesurable. Alors là, ce sont toutes tes qualités de l'esprit. Et pour arranger une expérience où tu vas comparer, comment tu vas savoir la différence de degré de désir entre une personne et une autre, par exemple? C'est tellement subjectif.
Oui, mais justement, ça serait que moi. Quoi, tu vois, c'est par rapport à moi, mes compétences. Par rapport à une personne à des Oui, moments oui, différents. Ah oui, exactement. ça Et serait mieux. tu travailles Oui, par oui, rapport à ça, tu vois. oui, Et, oui, oui, oui. et tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, les 3 éléments qu'il met en avant sont des éléments qu'il estime être nécessaires. On revient sur cette notion. euh, Nécessaire parce qu'il y a un besoin, il y a quelque chose. Est-ce que c'est utile ou pas? Ce qui sous-entend que si c'est pas utile, le pourcentage de réussite, et on revient sur les cartes Zener, quoi. Tu vois, les cartes Zener, qu'est-ce qu'on en a à battre de savoir s'il y a une étoile ou s'il y a un carré? On s'en fout. Et cette notion Il y d'importance. avait des gens qui étaient experts à ça, mais avec le temps, au lieu d'aller de mieux en mieux, en fait, ils étaient de pire en pire. Parce qu'ils étaient ennuyés, ça ne servait à rien. Ils n'avaient aucun besoin. Ah, mais là, il y a quand même un élément, c'est intéressant. Hein. Et j'ai appris ça de mon premier instructeur, Sylvain, à Londres, parce que lui, il arrêtait mes points et il disait, est-ce qu'il y a des gens qui ne réussissent pas? Justement. Et normalement, il y avait quelqu'un, il dit, viens ici. Et là, il présente un cas d'un enfant qui est malade. Et il dit, tu ne peux pas savoir comment le désir d'aider augmente énormément parce que tout le monde dit c'est pas normal qu'un enfant souffre. Un vieux, oui, c'est dommage, on aimerait l'aider, mais un enfant qui souffre, le cœur humain est beaucoup plus activé et effectivement le désir le quoi. Et il dit c'est extraordinaire. Hein? Les gens qui sont arrivés à rien faire avec plusieurs adultes, le moment qu'ils tombent sur un enfant, la porte s'ouvre, les informations coulent, etc. Et là, je trouve que c'est lié à ce que tu dis là, parce que là, on sent beaucoup plus de désir, croyance, attente positive et le besoin d'aider. Vraiment. Et là c'est intéressant, tu vois, cet exemple est super intéressant. Et ça peut être. Tu l'as testé ça en classe pendant des cours? Je n'ai pas fait exactement comme lui, mais de temps en temps, il y a un enfant et normalement, les résultats sont vraiment très, très assez spectaculaires. Quand on présente, parce que quelquefois, on me demande est-ce que c'est OK de présenter un enfant? Je dis surtout, oui, surtout si la personne a des difficultés, tout le monde s'accroche beaucoup plus facilement. Ouais, et tu vois, c'est intéressant là pour les hypnos de façon générale, c'est vraiment se dire si j'arrive à mettre en place ces 3 leviers, ces 3 éléments, la séance, elle va bien se passer. Par contre, ça peut se faire sur un pré-talk. C'est dans le pré-talk où parfois, quand les personnes sont un peu en doute, dire au travers, quoi, faire comprendre que le désir, ou augmenter le désir, tu vois, les pré-tests, ça peut être une manière de faire, ou teaser, tu vois, l'attente. L'attente, c'est un super moyen de faire désirer les gens. Parce qu'après, on peut utiliser les 3 éléments, mais utiliser stratégiquement. Si je te fais de l'attente positive, en disant, ouais, mais tu verras, après la fin de cette session d'hypnose, il va se passer vraiment quelque chose d'extraordinaire. Sur ta problématique, c'est quasiment sûr qu'il va se passer quelque chose, mais il y aura quelque chose d'autre. Il y aura quelque chose d'autre. Je ne te dis pas quoi. Langage non spécifique, c'est un peu ericksonien, mais ça peut fonctionner. Je joue là-dessus. Je te crée une attente positive. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer, bon, l'attente, bien sûr, mais le désir. Le désir de quoi? Que la séance commence pour que tu puisses voir si ça fonctionne. Donc, en faisant juste une attente positive, j'emmène déjà le désir. Après, il faut que je travaille sur la croyance. Et là, tu fais des pré-tests. Tu montres en pré-test qu'il est en train de se passer un truc tout bête, tu vois. Tu amènes la personne moi, le meilleur pré-test de la Terre, c'est l'hypnoanalgésie, tu vois. À partir du moment où la personne arrive à se rendre compte que quand on le pince avec un truc, il n'a pas de douleur, ou en tout cas, la douleur n'est pas problématique, donc il est en hypnoanalgésie, le gars, il va se dire, ah ouais, bon, bah, je crois que ça fonctionne parce que factuellement, ça vient de fonctionner. Ou, tout bêtement, hein, ceux qui te regardent et qui disent, ah, mais mes mains, elles bougent toutes seules, la croyance est validée, et dès lors, bah, tu peux faire l'ensemble du cycle et commencer ta séance de façon quasi optimum parce que la personne, elle est complètement OK et prête à vivre quelque chose. Par contre, il faut faire attention, une attente positive, constructive ne doit pas être une attente excessive. Et là, c'est à nous, en pré-talk, de recadrer. Parce qu'une attente excessive, ça peut foutre en l'air le reste, parce qu'ils avaient du désir, ils croyaient en la méthode, mais ils s'attendaient à un truc incroyable, alors qu'en fait, ça va juste être OK par rapport à leurs problématiques, mais pas un truc foufou. Et tu vois,
Oui. C'est pas évident. Hein. Oui, j'ai entendu des pré-talks où on basculait entre ça serait formidable, extraordinaire, etc. Mais de l'autre côté, ça va être tout à fait normal parce que c'est ça. la vie. Alors, mais justement, les gens attendent, littéralement, ils attendent un peu de magie. Ouais. Et ils seront déçus si c'est trop normal. Mais de l'autre côté, effectivement, il faut que c'est quelque chose qu'ils peuvent accepter. Donc c'est vraiment se balancer un peu entre les deux, trouver le point d'équilibre. Exactement. Exactement. Ouais. Et ça change tout. Et là, je trouve que dans cette conférence-là, à plusieurs reprises, il revient sur ça. On ne fait pas quelque chose s'il n'y a pas, on revient sur l'élément de base, hein, il faut qu'il y ait un besoin, ok, mais il faut aussi qu'il y ait cette envie, cette croyance, etc. Sinon, ça ne sera pas optimum ni pour l'opérateur, ni pour la personne qui va vivre quelque chose. On va s'arrêter après là-dessus. J'entame juste ça. Quel mécanisme était en action? Alors, attends. Ah oui, là, justement, je vous ai passé un peu ça. Mais il papote de l'intelligence humaine. Donc, il papote un peu de Jésus. Nous allons toucher ce que nous pensons à la guérison, à ce que nous pensons du problème de santé psychosomatique, etc. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette femme quand elle s'est dirigée vers le Christ en touchant son vêtement? Elle a été guérie. Donc là, elle pose la question. Quand Christ n'était même pas conscient que cette personne s'était programmée de telle manière à avoir évoluer, développer ou accumuler des énergies, alors c'est amusant ce terme-là, qui pourraient être déchargées par le mécanisme qu'elle a choisi pour décharger son énergie accumulée. Donc là, il parle d'énergie, il parle beaucoup dans ce cours-là d'énergie, mais c'est en gros l'intention. D'accord, regardez plus cette notion d'intention plutôt que d'énergie cumulée, mais ça reste la logique est la même. Donc, quel mécanisme était en action ici pour qu'il y ait une réponse? Ce type particulier de guérison, son mécanisme de crédibilité doit être grand. Donc, crédibilité, croyance. Elle doit renforcer ce mécanisme dans la direction souhaitée de résoudre son problème de santé en le faisant. Mécanisme de crédibilité, mécanisme de facteur de croyance, le mécanisme de facteur de désirabilité. Elle doit avoir eu un fort désir d'être guérie et elle savait que cela serait accompli en le faisant, en touchant le vêtement du Christ. Elle devait avoir accumulé suffisamment d'énergie / d'attention et l'avait programmé pour se décharger simplement en touchant son vêtement. Son mécanisme de facteur d'attente, donc attente positive, qu'elle devait avoir renforcé tant de fois cette connexion d'énergie due à ce seul mécanisme et assigner le concept simplement de toucher son vêtement pour décharger cette énergie. Voilà. C'est la fameuse session, la personne dit, non mais Milton Erickson l'a super bien exploité, il faisait attendre parfois 2, 3, 4, 5 mois. Bon, parce qu'il avait du monde, et parce que ces séances duraient 4 heures, donc logique qu'il ne pouvait pas prendre 10 000 personnes. Et les personnes, c'était Milton, c'était le grand ponte qu'on voyait partout. Et comme disait Erickson, il était il savait très bien le mécanisme qui se passait. Il disait, mais la séance a commencé, elle était déjà finie. La personne, elle m'avait vu, elle a entendu, je lui ai dit fermez les yeux, elle lui a fait une métaphore qui peut-être n'avait aucun sens, mais la personne, elle était tellement dans cette dynamique-là qu'elle a utilisé sa transe, son autosuggestion, son attente et l'ensemble des éléments pour décharger cette énergie, décharger cette intention pour qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est génial parce que là, je trouve que José le redécrit de façon superbe. Et avec cette parabole de Jésus, avec cette dame qui touche le vêtement du Christ et qui est guérie. Et c'est génial parce que là, il ne parle pas du tout d'un miracle, alors que considéré comme tel. Il donne un processus. Il parle de l'effet placebo. Exactement, mais complètement. Je serai guéri. Exactement. Si j'ai pris mon médicament, je l'ai eu, ça va mieux. Oui, mais ton médicament, il n'y a rien dedans. Ah bon? Ouais, ça va quand même mieux. Voilà. Génial. C'est génial. Donc, il raconte cette histoire parce que l'essentiel, c'est quand elle était guérie, il a dit, mais c'est ta foi qui t'a guéri. Donc, il a tout remis sur la croyance. Exactement. Non, c'est génial. Donc, on continuera ce texte-là parce que vous voyez qu'il est bien sympa. Il y a plein de choses
à parler dessus. Je vous donnerai donc les autres éléments au fur et à mesure. Là, c'est que la première partie de la première soirée et on n'a pas fini encore. Hein, donc, il y a encore pas mal de trucs à voir. Mais vous voyez, je trouve que ça donne plein d'infos. C'est un peu différent de la façon dont on a l'habitude de voir, nous, pendant les cours de base. Et je trouve que sa façon d'amener les choses est vraiment chouette, avec cette redéfinition des différents éléments qu'on a, nous, l'habitude d'utiliser constamment et qui redonnent un temps. Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que la programmation? Qu'est-ce que la projection? Quel est l'ensemble des éléments que nous, on utilise au quotidien, hein, esprit dans la notion de mind, hein, et qui, donc, a vraiment une logique spécifique pour la méthode et qui n'est pas forcément comme les autres sémantiques dans d'autres systèmes utiliseraient ces mêmes mots-là. Donc, je trouve ça cool, cette redéfinition dès la première soirée pour que tout le monde soit d'accord sur ce dont on parle. Et je trouve ça très bien. Qu'est-ce que tu en as pensé là pour l'instant de cette première partie Tu m'as donné envie d'aller direct à la source. Il faut que je fasse ça avant la semaine prochaine. Ouais. Regarde. Depuis très longtemps, mais effectivement, c'est bien. C'est bien. Il a l'air de vraiment dire, tous ces gens sont des diplômés, donc maintenant, on va vraiment aller en profondeur. On va comprendre des choses. Ouais. On va dans le cœur. Ouais. Et ça, c'est vraiment cool. Et surtout, dès que vous avez un petit peu de bagage et que vous avez testé plein de choses avec la méthode, c'est parlant. Et pour les hypnos, vous voyez, il y a plein de choses. Là, je trouve que j'aime bien parce que je pense qu'il est encore dans cette période où il avait créé son système et il était encore hyper influencé par les années d'hypnose qu'il avait eu derrière. Et ça se sent vachement, ça se sent énormément. Donc, pour les hypnos, c'est d'autant plus intéressant. Si vous avez des questions, que vous voulez partager sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que l'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Merci à vous, merci à toi, Ali, et à la semaine prochaine. Ciao!